Le débat de Direct Gestion, deuxième partie, toujours en compagnie de Laurent Goville de Gestion 21 et Quentin Perromat d'Assetfi. Mais si on parle allocation d'actifs ce matin ou investir en 2016, on s'intéresse avec vous, Laurent, à ce secteur de l'immobilier, immobilier coté. On sait que la pierre est le placement préféré des Français. On est tous de plus ou de moins loin intéressés à ce qui se passe sur l'immobilier. Mais pour l'investisseur, sur quel secteur investir? On sait que l'immobilier, c'est divers, il y a du résidentiel, il y a des bureaux, il y a des commerces. Qu'est-ce qu'on fait en 2016? Oui, c'est ça. La chance de l'immobilier coté, c'est de vous permettre d'accéder au-delà du résidentiel, à des centres commerciaux, à des immeubles de bureaux occupés par de grands sièges sociaux. Écoutez, dans les thématiques sur l'immobilier coté et les secteurs à privilégier, on a eu en 2015, et ça va se poursuivre, une embellie du côté de la consommation et donc du chiffre d'affaires de nos commerçants. Et par conséquent, les chiffres d'affaires des commerçants, c'est les loyers futurs des foncières. Donc on pense que le secteur centre commercial est à privilégier pour l'année 2016. Donc là, c'est les géants qu'on connaît, les Unibail-Rodamco, plus avec une préférence, plus valeur moyenne que grosse capitalisation. Vous avez cité des noms qui sont effectivement très importants. Ils sont même dans le cas, que ce soit Unibail ou Klépierre. Mais non, on irait plus sur des valeurs moyennes de centres commerciaux comme IGD, comme Eurocommercial Properties, Euroshop, Vast & Retail. Ça, c'est sur la partie commerce. On a apprécié également le coup rendement risque du résidentiel allemand, qui est une particularité. Il faut savoir que c'est de l'immobilier dit entre guillemets social, qui se négocie à 1000 euros le prix au mètre carré à l'acquisition. Et ça, c'est pas dans les petites villes de province, c'est quand même dans les métropoles d'équilibre ou l'équivalent, c'est-à-dire des villes de plus d'1 million d'habitants. Oui, et même avec, on a la possibilité d'avoir une allocation sur Berlin. Et par conséquent, on a par exemple une société qui s'appelle ADO, qui vient d'être cotée en milieu de l'année 2015 et qu'on a privilégiée tout simplement parce qu'elle permet une exposition au marché résidentiel de Berlin qui se porte très très bien. Donc les commerces, l'immobilier résidentiel en Allemagne, sur d'autres pays, on parle souvent de l'Angleterre. C'est un marché que vous regardez ou vous trouvez le marché un peu cher? Alors sur la zone, nous on est un fonds zone euro, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une opinion à la fois sur le marché US ou même sur le marché anglais. Il se trouve que le marché anglais est anticipé depuis 2-3 ans et sur un cycle de revalorisation des valeurs d'actifs que l'on n'a pas connu sur la zone euro, mais que l'on va connaître. Donc effectivement, la hausse boursière du marché anglais, pour partie notamment en capital, a été faite. Et donc on préfère effectivement en allocation la zone euro par rapport au marché UK. L'impact justement des politiques monétaires, on sait elles sont très accommodantes, notamment en zone euro. Mario Draghi l'a dit et répété, il a augmenté la taille, enfin pas la taille, mais la durée du quantitative easing. Là aussi, c'est la garantie de taux qui vont rester bas. Est-ce que c'est important quand on parle immobilier pour la visibilité à long terme? C'est vrai que de tout temps, l'immobilier s'est financé avec dette, et par conséquent, il y a toujours eu du financement face à des actifs. Donc effectivement, la composante coût de la dette a de l'importance. Aujourd'hui, les foncières renégocient leur endettement en ayant un coût de la dette inférieur au coût avant négociation. Donc il y a un impact très positif du coût de la dette. Mais il ne faut pas, je pense, surestimer l'impact des taux d'intérêt sur ce secteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un niveau de prime de risque, c'est-à-dire la différence entre le rendement en dividende et les taux longs, qui est historiquement très élevé. Et donc on peut même se permettre d'avoir une performance du secteur, y compris dans un scénario de hausse des taux. Ce qui n'est pas notre cas, mais aujourd'hui, le niveau de valorisation du secteur correspond à un niveau de taux d'intérêt de 3%. On n'en est pas là, mais ça permet donc de s'offrir une protection à la hausse des taux. Donc un secteur qui garde vos faveurs, Immobilier 21, le fonds géré par Gestion 21. Quentin Perromat, on reparle des taux, justement, politique monétaire divergente entre la Banque Centrale Européenne et la Fed. Là aussi, est-ce qu'il va y avoir des disparités? Est-ce que ça veut dire qu'il y a les flux qui vont peut-être revenir sur les États-Unis pour exploiter cette tendance? C'est vrai qu'on a quand même une divergence assez forte qui risque de créer un petit peu on va dire de mouvement. Après, nous, à notre sens, ça dépend des classes d'actifs, parce que pour nous, par exemple, c'est clair que sur le marché action, on ne voit pas de flux revenir. De toute façon, dans une politique de hausse des taux,
ça paraît compliqué, surtout avec des profils de rendement, de résultats moins bons sur les États-Unis par rapport à l'Europe. Après, sur la partie obligataire, je pense que c'est encore un peu tôt aussi également, parce qu'il faut d'abord attendre qu'on ait vraiment cette politique de relevé des taux qui soit bien mise en place et qu'on ait déjà eu plusieurs relevés pour qu'on commence à avoir des flux sortir de la zone euro pour aller vers les États-Unis sur le segment obligataire. Je reviens quand vous dites effectivement pas de flux sur les marchés actions. Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui on a quand même des inquiétudes, notamment aux États-Unis, sur le niveau de progression des bénéfices, sur la visibilité, également sur peut-être le coût de l'argent qui est plus cher. Est-ce que ça veut dire que dans ces conditions on peut craindre une correction plus grave sur les États-Unis? Est-ce que c'est votre scénario? Non, ce n'est pas notre scénario central. Clairement, pour nous, quand même, le marché américain est le marché leader. Donc, si il y a une véritable correction sur le marché américain, il y aura une correction sur l'ensemble sur la place mondiale, clairement. Donc, nous, ce n'est pas notre scénario central, parce qu'on a quand même des prévisions de bénéfices qui sont situées entre 5 et 10%. Donc, on a un tassement des bénéfices. Donc, clairement, ce n'est pas notre région préférée. Après, il n'y a rien de catastrophique. On a vu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, ils sont bons. On voit quand même qu'on est sur un marché qui est un peu trop survalorisé. Et nous, on voit plutôt des marchés européens surperformer les marchés américains et une progression des marchés américains assez limitée, de l'ordre de 5%. Ça veut dire qu'en 2016, on continue à privilégier la zone euro qui, on l'a vu en 2015, a plutôt surperformé? Oui, clairement, parce qu'il y a encore pas mal de catalyseurs qui permettent d'être sur cette zone géographique. On aime bien aussi le Japon, un peu pour les mêmes raisons, avec des politiques quantitatives accommodantes. Mais là, c'est le cas. On a des perspectives de résultats qui sont bien orientées, un euro qui reste favorable. On est quand même structurellement exportateur d'énergie et on a un baril qui est vraiment bas. On a le problème de la déflation, des pressions déflationnistes, mais on voit que la BCE est bien présente. Et si on a encore des pressions déflationnistes, je pense qu'elle mettra encore des mesures supplémentaires en place. Il y a d'autres pays qui sont en train de souffrir, ce sont les émergents évidemment, qui sont, c'est la double peine pour le ralentissement chinois d'un côté, la dévaluation aussi de la devise, qui fait que peut-être les pays émergents sont obligés également de dévaluer plus tard. Est-ce qu'on peut commencer à revenir sur les émergents ou est-ce qu'il faut attendre encore la deuxième partie de l'année? Oui, il vaut mieux encore attendre un peu, clairement, parce qu'on a encore beaucoup de volatilité, mais on est quand même sur des valorisations très basses. C'est le marché action le moins cher de tous. C'est bas, mais ça continue à baisser, 7% oui, depuis le début de l'année. Ça continue à baisser, mais on voit qu'on est à peu près dans les mêmes alors que l'an dernier, on a fait quand même une nette sous-performance. Là, on voit que sur les mouvements baissiers, on est à peu près du même ampleur que sur les autres marchés. On est quand même sur des PE qui sont autour de 11, on va dire de manière un peu agrégée. Après, il faut faire attention à être sélectif. Par exemple, on préfère l'Asie, hors Chine, où on trouve que c'est encore agité, et les valorisations ne sont pas encore revenues, en tout cas sur ce qu'on appelle les A-shares, ne sont pas encore revenues à notre avis à un bon niveau. Mais typiquement, on aime bien l'Inde, même si la valorisation est un peu chère, on a quand même des perspectives macroéconomiques qui sont très saines. On aime, dans une moindre mesure, on aime bien Taïwan, où on voit qu'il y a quand même des perspectives de résultats qui sont revenus à la hausse. Sur l'Amérique latine, clairement, avec le Brésil, on voit vraiment un net ralentissement qui est toujours en place. Quand même des gros problèmes sur cette économie-là. On préférera notamment le Mexique, même si c'est structurellement un exportateur de pétrole. Il y a quand même une contagion de l'économie américaine. On voit quand même qu'elle se porte bien. Et on voit qu'on est quand même sur des valorisations très basses encore. C'est vrai que face aux turbulences des marchés, l'immobilier coté fait figure de havre de paix. Vous nous promettez, Laurent, vous êtes optimiste pour des rendements qui vont dépasser les 5% et vous dites même peut-être jusqu'à 10% dans les prochaines années. Quels sont finalement les facteurs de risque qui pèsent sur l'immobilier? Qu'est-ce qui pourrait entamer parce que c'est des loyers, donc comme vous le disiez, tout est connu à l'avance. Écoutez, par construction, effectivement, ce rendement, il est construit sur la base de loyers financés par des frais financiers, donc détenus via des portefeuilles, donc il y a une très forte récurrence. Ce qui peut être modifié, c'est un choc exogène, c'est essentiellement ça, donc un risque géopolitique. Mais ça, je dirais que c'est commun à l'ensemble des classes d'actifs. En dehors de ça, aujourd'hui, on est un peu une boîte à outils. Alors même si cette boîte à outils peut ou pas servir, on est sur un modèle économique qui est indexé. Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens ou pas? Mais enfin, on a cette option-là. On est sur un modèle économique très récurrent.
Est-ce que ça a du sens? Aujourd'hui, on voit que ça a plutôt du sens. On est sur un modèle économique qui a du rendement. On voit qu'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Et qui plus est, on a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, les prix auxquels donne accès l'immobilier coté sont des prix en ligne avec les experts. Et il se trouve que les experts sont très en retard par rapport à ce qui se passe sur le marché physique. Donc on a également une option de rattrapage des valeurs d'expertise. Donc on est dans une situation très particulière où on a du rendement, on a une prime de risque élevée et on a une option en capital. Classiquement, c'est un secteur qui, avant tout, construit sa performance sur le rendement. Là, c'est pour ça qu'on est très actif sur le plan et très convaincu sur la classe d'actifs. On a ce rendement et cette option de revalorisation. Effectivement, aujourd'hui, on est très positif, en tout cas à 3 ans, sur cette classe d'actifs. À 3 ans, et pourtant, des crises dans l'immobilier, même l'immobilier coté, on en a connu. Si on regarde les précédents cracks, effectivement, tout avait été emporté, foncière incluse. Donc si on a de nouveau, on ne se l'espère pas pour 2016, mais effectivement, un ralentissement, ça peut venir des États-Unis, ça vient de la Chine en ce moment, il y aura forcément un impact quand même parce que les flux vont vendre, même des moyennes valeurs qu'on a dans la cote sur ce secteur immobilier. Oui, alors on a vu en 2015, ça ne nous a pas empêché de faire un 17, un peu plus de presque 18%, mais on a vu du comportemental, et notamment mars-avril, avec les craintes de hausse des taux. Effectivement, il y a un certain nombre de comportements qui ont fait que le marché a été momentanément vendu. Mais sa feuille de route, elle reste la même, c'est-à-dire du rendement avec une option de revalorisation. Des crises, oui, sur l'immobilier, on en a connu en 90, c'était une crise de surproduction de mètres carrés. Et donc d'explosion de la vacance, et ça c'est un risque effectivement, parce que si vous avez des immeubles vides, ça attaque vos loyers, donc ça attaque vos dividendes. Mais sur ça, il faut rappeler que, y compris dans un marché économique, enfin dans une croissance économique relativement atone, le taux de vacances sur le marché de bureaux d'Île-de-France est stable depuis 5 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la différence avec les années 90, c'est qu'en 90, on a produit beaucoup de mètres carrés. Là, depuis 5 ans, on s'adapte à la faible demande liée à la croissance économique. Donc on produit peu de mètres carrés, donc le taux de vacances reste relativement stable. On a connu une crise en 2007-2008, effectivement, comme l'ensemble des classes d'actifs, où il y avait peu de potentiel de diversification. Entre-temps, on s'est rendu compte que les foncières étaient un peu trop endettées et se sont désendettées. Donc les risques inhérents au secteur, qu'il s'agisse d'un risque lié à la surproduction de mètres carrés ou à un risque bilanciel, je pense qu'aujourd'hui les acteurs ont pris les actes de gestion nécessaires pour les contrer. On n'est par contre jamais à l'abri d'un risque géopolitique ou d'un risque systémique. Risque géopolitique ou risque sismique, le fameux signe noir, toujours évidemment par définition difficile à anticiper. Voilà le vrai risque, en tout cas pour l'immobilier coté, qui pourrait être effectivement un des grands gagnants de nouveau, être sur le podium des rendements en 2016. En tout cas, pour plus d'informations, allez voir le fonds géré par Laurent Govilde, qui s'appelle Immobilier 21. En ce qui concerne Assetfi, Quentin Perromin, est plutôt positif sur la zone euro, sur le Japon. Vous nous dites également qu'on ne peut pas totalement s'affranchir des États-Unis, une hausse des bénéfices entre 5 et 10%, et puis pourquoi pas les émergents, mais plus tard dans l'année, c'est encore trop tôt. Merci en tout cas à nos 2 experts de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle Laurent Govilde, le directeur général délégué gérant de Gestion 21, Quentin Perromin, directeur général responsable de la gestion d'Assetfi. Prochain débat demain 9h30. Tout de suite, on se reconnecte au marché. C'est l'heure de Direct Investisseur. Bonne journée à tous.